Et bonjour à tous et bienvenue sur Anjou Pop Corner. Et aujourd'hui on reçoit Maïlis, ça va? Bonjour, ça va, oui. Alors, avant de commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es? Oui, bah, donc je suis Maïlis, j'ai 35 ans et donc je suis depuis, on va dire, une petite année maintenant, autrice indépendante de manga. D'accord. Et alors qu'est-ce qui t'a fait? Parce qu'on a parlé un peu hier de ta carrière aussi. Et donc avant, ce que tu me racontais du coup, c'est que tu avais comment dire, un métier classique, on va dire, de professeur, c'est ça? Ouais, Et qu'est-ce qui t'a donné envie de changer totalement de métier? alors ben, plus précisément, j'étais professeure dans une école de loisirs spécialisée dans l'enseignement du manga. Donc Ah oui, d'accord, ok, j'étais ouais. déjà quand même dedans. Et en fait, je suis arrivée à un point où j'ai trouvé que j'avais fait le tour un petit peu Ouais. du métier et où j'avais vraiment ce besoin créatif. Et je trouvais pas le temps pendant que j'étais dans l'enseignement. Donc du coup, je me suis dit, ben, allez, on arrête tout. On va se mettre à faire de la création. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bon, ben, je rebondirai sur mes pattes. Voilà. Après, bon, ça a coïncidé avec l'arrivée Covid, confinement et Ouais, tout. ouais, 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 après Donc ça te le laisse le démarrage, il est temps de un créer peu... aussi, hein. Oui, ça m'a laissé beaucoup de temps, beaucoup de temps pour ça. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que j'aurais préféré que le temps soit un petit peu plus court au niveau de la création Oui, pour oui, pouvoir lancer un peu plus vite la campagne de recrutement de lecteurs. Voilà. non, mais c'est sûr. Et alors du coup, donc tu faisais l'enseignement de mangaka, c'est ça de... De manga, ouais. Mais alors, quelles études t'as pu faire en particulier? Comment t'es arrivé aussi du coup à ce métier-là? C'est pour ça que je disais que ça va être un peu long, parce qu'en fait, mes études n'ont absolument rien à voir avec le manga. J'ai un bac S et une licence en prévention et sûreté nucléaire. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça n'a Ok, absolument ok. rien à voir avec ça. J'ai travaillé d'ailleurs 2 ans dans le nucléaire avant de déménager sur Toulouse. Et quand je suis arrivée sur Toulouse, avant de chercher vraiment encore un poste dans le nucléaire, sachant que dans le coin de Toulouse, le plus proche c'était surtout Golfech à Agen. Ouais, ouais. Ça faisait un petit peu loin, un petit peu de route et tout ça. Bah, je me suis aussi demandé est-ce que je veux continuer cette branche-là? C'est intéressant, mais c'était pas forcément ce qui me faisait vibrer. Ou est-ce que je tenterais pas un truc dans le dessin justement, parce Hmm. que par contre je dessine depuis que je suis toute petite, quoi. Ouais, ouais. Et là, je suis tombée sur l'école de loisirs en question qui venait d'ouvrir ses portes. Et j'ai mis un pied dedans. Et donc, je me suis laissée embarquer un peu par le développement de l'école et par donc, du coup, le fait qu'il y avait besoin de profs pour donner de cours à tous les inscrits qui venaient et compagnie. Et donc, voilà, la partie artistique que j'envisageais au départ, elle a un petit peu bifurqué avant de revenir là maintenant, ça y est, sur la création. Ok. Voilà. Et alors, pourquoi aussi tu as choisi, on en a parlé hier, mais on va le redire devant la Oui, bah caméra, oui. mais pourquoi tu as choisi plutôt le style manga plutôt que le style de BD classique franco-belge ou même comics, hein, pourquoi pas, hein? Alors, un des premiers choix, c'est parce que je déteste faire la couleur. Je déteste vraiment faire ça. C'est quelque chose qui est fastidieux pour moi. Donc, le manga, il me permet de faire des trucs en noir et blanc. Oui, Donc ça, c'est le bon point. Et le deuxième point aussi sur le manga, là, ce qui, je trouve, fait la force du manga, c'est que au niveau de la façon de raconter les histoires, ouais, on est un peu plus dans l'intérieur du personnage, en fait. La BD, elle a un regard un peu plus extérieur. Quand on est lecteur de BD, on est plus contemplateur en fait oui, que vraiment acteur, si on peut dire. Alors que dans le manga, comme on a accès aux émotions du personnage, à son ressenti, ses pensées, etc., ben, on est tout de suite plus dans l'empathie. Et donc, bon, c'est pas nous qui faisons des Kamehameha ou, oui, oui, non, mais ou oui, du oui. jutsu, mais on vit avec le personnage ce qu'il ressent, les épreuves qu'il affronte. Et donc, du coup, je pense que ça nous est tous arrivé quand on lit du manga d'être à la fois ah, qu'est-ce qui va se passer après, j'en peux plus, ou au contraire de se mettre à pleurer parce que le moment est vraiment Oui, bah très oui, oui, oui. émotionnel. Enfin, Et parce voilà. que du coup, alors on va peut-être présenter tes mangas. Ouais. Tu en présentes deux à Karamanga, donc un style, c'est lui, je crois, oui, un style plus contemporain, on va dire, ou Oui, oui, on est dans un univers, on va dire, début 20e siècle en c'est Europe, ça, quoi, ouais. même en France. Et celui-là plutôt que j'ai pris hier, hein, qui est le style plutôt égyptien, Égypte antique. Pourquoi? Alors déjà, est-ce que c'est toi qui écris? Alors, ouais, j'ai écrit les histoires, j'ai fait les storyboards, donc les brouillons, et dessiné Et tout donc le... c'est pour ça, oui, donc du coup tu utilises du coup cette méthode aussi des mangas de justement développer tes personnages plutôt autour
comment dire, de leur manière de penser, de leur être, plutôt de l'exprimer via l'action via simple. l'image, quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Et alors du coup, pourquoi on va commencer par celui-là. Allez, très bien. Et comment tu as eu l'idée de cette histoire-là Alors, et pourquoi cette période-là aussi? alors, oui, on va commencer par pourquoi l'idée. À l'époque, j'avais participé à une sorte de masterclass où le but de la masterclass, en fait, c'était donc d'écrire une histoire et de l'illustrer, mais par des illustrations justement, Mm. pas par des pages, comme un livre d'enfant en fait, avec donc une partie de l'histoire et l'image qui Ou un correspond roman à la graphique, scène. quoi. Ouais, voilà, dans l'idée c'était ça. Ouais, en gros, il fallait dessiner les scènes clés quoi, Oui. de chaque scénario. Et une des consignes, c'était que les illustrations soient en couleur. Bon, j'aime toujours pas la couleur, donc j'ai commencé par réfléchir à qu'est-ce que je pourrais bien faire pour éviter de faire le moins de couleurs possible. Oui. Et donc je me suis dit, bon, un personnage blanc, complètement blanc, c'est-à-dire, qui va se déplacer dans une librairie, une bibliothèque plutôt, complètement blanche aussi. Comme ça, comme ça, j'ai vraiment le strict minimum de couleurs. Donc l'idée de cette histoire-là, elle est partie de ma fainéantise en fait. Ok, c'est une bonne raison. Ouais. Après, pourquoi l'univers du XXe siècle ou quoi, je trouvais que ça collait bien avec l'image que j'avais d'une très belle bibliothèque en fait, avec voilà, énormément de livres et tout, et avec des moulures et des choses comme ça. Bon, honnêtement, ce que j'ai fait en termes de décor dans l'histoire, c'est pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé dans ma tête, mais voilà, l'idée de cet univers-là est partie de mon envie de faire une belle bibliothèque, quoi. Ok, très bien. Et on va passer à la deuxième histoire, du coup, qui est lui plutôt sur l'Égypte antique. Alors pourquoi l'Égypte antique? Qui est quand même une période où il y a beaucoup de décors, il faut que tu exprimes beaucoup de choses avec le décor, quoi. Ouais, là, après ça, c'est par contre depuis toute petite où je suis une Ah oui, grande fan d'Égypte ancienne, où à une époque j'ai envisagé la carrière d'égyptologue, Ah oui, ouais, d'accord, carrément. Bon, je suis fâchée avec l'histoire, donc du coup ça n'a pas marché. L'histoire avec un grand H, pas les histoires, le fait de raconter. Oui. Et, mais par contre, voilà, cette passion pour l'Égypte antique, ça m'est resté. Et bon, bah, là, c'était un peu l'occasion. Voilà, le personnage principal veut devenir scribe. On est en plein dans l'Égypte antique. Et je me suis fait plaisir là, en termes de décor, en termes de costumes, de design des persos. Oui, et tout, oui, je pense bien. Oui. Bah, c'est le genre de truc, oui, où forcément tu te fais plaisir parce que c'est quelque chose, c'est une société qui est différente aussi. Donc du coup, tu peux exprimer plus de choses ou même inventer de nouvelles choses sur des principes qui n'existent peut-être pas. Alors, étrangement, à part le fait que je me suis pas occupée de à quelle période de l'Égypte on se retrouve, ni de quel pharaon on a, parce que de toute façon le pharaon c'est un personnage secondaire dans l'histoire. Je m'en suis pas vraiment préoccupée, mais par contre, ouais, j'ai essayé de bien me renseigner sur, par exemple, les prêtres, parce qu'il y a des prêtres qui vont intervenir là. Donc, comment on les appelait à l'époque? Donc, je suis allée chercher les noms pour. Alors, du coup, ça fait des noms très bizarres. Hein. Je laisserai découvrir. Et pareil pour les prénoms des deux personnages là qu'on voit sur la couverture aussi, où je me suis renseignée, c'est Katibissi, la fille, donc la personnage principale, c'est plutôt une espèce d'interprétation de ma part de deux mots arabes. Mais par contre, Djeoutimes, donc le frère, lui, Djeoutimes, c'est un vrai prénom égyptien. Ok. Ouais. Ah oui, c'est intéressant. Et donc du coup, ces deux bouquins, c'est des one-shots. Voilà, c'est des one-shots, l'histoire est finie. Et pourquoi tu pars sur cette idée-là plutôt qu'une saga en plusieurs tomes? Parce que pour démarrer une carrière dans le manga, partir sur une grande saga comme ça d'entrée de jeu, il faut être particulièrement sûr de l'histoire qu'on raconte, de sa capacité à scénariser et à sérialiser, c'est-à-dire à vraiment couper de façon, je perds mes mots, de façon très efficace le récit, pour que chaque tome ait un véritable intérêt en fait, parce que si on se retrouve à lire un tome où on n'a rien appris, où l'histoire n'a pas particulièrement avancé, ça peut laisser le lecteur sur la faim. Donc voilà, moi là pour l'instant en fait ça me permet de me faire la main, en fait, de faire des histoires courtes, ça me permet de faire la main, de bien travailler à la fois le scénario et à la fois les compositions de planches, et de m'assurer que j'aurai le bagage nécessaire pour quand je me lancerai sur une série, sachant que je vise pas des séries à 20 tomes. Oui, non, mais bien sûr. Moi, je suis plus intéressée par des séries courtes parce que j'aime bien changer d'univers, justement. Mais là, par exemple, ton prochain manga, est-ce que tu penses que tu es prête à passer sur une saga ou tu vas rester sur du one-shot? Non, ça va être encore un one-shot. Ouais. Par contre, je vais essayer de faire plus de pages. Là, les deux histoires, elles font moins de 100 pages. Ouais. Donc, je me suis retrouvée un peu frustrée par rapport au développement des persos, justement. Oui. Donc là, je vais essayer d'avoir un truc qui est un peu plus long, mais on n'est pas encore sur de la série. Je ne suis pas encore prête.
prête. Et une question que je t'avais pas posée, mais ton travail de dessin, est-ce que tu le fais en numérique ou est-ce que tu le fais en papier numérisé? Alors, papier, ça va être donc le crayonné et l'ancrage, ça va être sur papier, et après je fais les finitions sur l'ordi. Ok. J'ai un meilleur feeling avec le papier Bah pour oui, non, l'instant. mais bien Donc, sûr, oui, je pense bien. Oui, oui. Et dernière question, c'est ta première convention que tu fais aujourd'hui? Non, j'ai commencé par le TGS en novembre dernier. Ah oui. Euh, Bah, j'ai on aurait fait, dû, euh, on aurait dû te voir alors du coup. On y Ouais, était après aussi. j'étais hébergée par un ami, enfin sur son stand en fait, Ah oui, donc d'accord, j'étais ok, pas ouais. vraiment là en mon nom propre, c'était plutôt en son nom à lui, mais je présentais mon travail, il m'a fait ce cadeau. Après bon, j'ai fait deux petits marchés de Noël, c'était une expérience ça aussi. Et donc la dernière convention avant Caramanga, c'était Mangajin. Ok, très bien. Et Ouais. t'as des conventions prévues pour Oui, cette année? là le mois prochain, ce sera Manganime à Nîmes. Je crois que c'est le 9 et 10 avril. Et après, j'en ai deux qui arrivent en mai. Donc il y a une journée à Mimizan dans les Landes. C'est D'accord, un ouais. petit bled, mais c'est parce que je suis de par là-bas. Donc je fais travailler le coin aussi. Et il y aura le Borgo Geek Fest fin mai à Bordeaux. Donc. Ok, super. Et on peut retrouver tes bouquins sur... Tu es auto-édité, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça. On peut retrouver tes bouquins sur quoi? Sur Amazon? Sur... Non, sur Tipeee, on peut l'avoir. Ou alors après, mon contacta. J'y arrive plus. ton compte Insta? Non, non, en me contactant. Ah, En me contactant directement ou alors après sur les salons. Pour l'instant, j'ai pas. En fait, je sais pas trop encore si c'est intéressant pour moi d'avoir une boutique en ligne par exemple ouais, ou pas. ouais, Donc ouais. je suis encore en train d'expérimenter plein de trucs là. Voilà. Mais de toute façon, on mettra toutes les informations sous la vidéo pour Merci. retrouver tout le travail et acheter le travail de S'il vous plaît, Maëlys. soutenez-moi. Et bah super, bah merci beaucoup en tout cas d'être Merci. venu nous voir et de nous avoir présenté ton travail parce que je trouve que c'est super intéressant et que tu as un style bien à toi et Merci. que j'aime beaucoup. Et merci beaucoup du coup d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bonjour et bienvenue sur Anjou Pop Corner avec une nouvelle interview et aujourd'hui on reçoit Laura. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Fatigué. Ah. Deuxième jour de convention, c'est toujours fatigant. Deuxième jour de convention, on s'est réveillé et on voulait pas se réveiller ce matin. Mais Ah c'est non, pas mais grave. grave. Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et dire ce que tu fais? Non. D'accord. Non, bien sûr. Ben, du coup, moi, c'est Laura. Sur les réseaux sociaux, je suis Akuma Emiko. Je suis illustratrice et graphiste. Donc voilà, donc je fais un petit peu de tout. Je prends de la commande personnalisée. Je fais des livres pour enfants, des tableaux. Je fais des layouts Twitch. J'ai bossé notamment pour Mizirachi. Wow. Voilà. Très bien. Alors, on va peut-être présenter ton bouquin. Enfin, le bouquin que tu présentes aujourd'hui au Caramanga. Donc, Les adieux du petit père. Alors, comment c'est arrivé cette aventure? Tu connaissais l'auteur parce que tu n'écris pas, on est bien d'accord, tu ne fais que Alors, l'illustration. J'écris, mais là, pour ce livre-là, j'ai juste illustré. D'accord. Et ça a été vraiment quelque chose de très marrant. Alors en fait, donc nous on est de Montpellier Ouais. et il y avait un café là-bas qui s'appelle le Midgard Taverne. D'accord. Donc du coup c'était tous les gens geeks un petit peu qui se retrouvaient et tout ça. Et je savais qu'il était auteur. Donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis juste allée le voir en lui disant est-ce que tu cherches une illustratrice? Non mais vraiment la meuf trop bizarre qui arrive de nulle part. Bonjour, excuse-moi, tu cherches une illustratrice? Non, mais écoute, hein, au culot, ça peut toujours marcher. Hein. Ben ça a marché. Il m'a dit bah oui. Sur un malentendu, quoi. Non mais sur un malentendu ça passe et maintenant on a 4 livres pour enfants de prévus en tout Ah oui, d'accord, oui. et potentiellement un artbook. Donc Ah voilà, Ça beaucoup marche, de choses. Et alors, au niveau de l'édition, est-ce que ça a été galère justement? Est-ce que vous n'êtes pas auto-édité? On est bien Alors d'accord. on n'est pas auto-édité, on est édité chez Alexandra de Saint-Prix. Et nous en fait, lui il était déjà édité pour ses romans parce que du coup il a une saga de fantasy. Ouais. Et d'ailleurs c'est les livres pour enfants qu'il fait, enfin qu'on fait ensemble, sont canons à l'univers. Ah bon? Ah oui, Ah d'accord. oui, non mais comme ça au moins on les prend depuis tout petit. Ah oui, donc du coup, c'est marrant de garder tout l'univers pour pour toutes les sagas littéraires que vous faites, quoi. C'est ça. Donc du coup comme il était déjà édité chez eux, nous on a déjà travaillé en amont tous les deux. Et en fait on leur a présenté le produit fini, ils nous ont dit bah on adore. Donc ça part à l'imprimeur. Ah bah très bien. Et généralement, livre pour enfants, ça marche toujours. Hein. Oui. Et au niveau des études, toi, tu as fait des études en particulier de graphisme ou Alors. d'illustration? Graphisme pas du tout. D'accord. Illustration, alors en fait j'étais à Paul Valéry pendant 2 ans et demi
en art plastique. Malheureusement, après, j'ai fait un burn-out, j'ai arrêté. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour vous dire que même sans une licence, on peut y arriver. Voilà. Mais j'ai pas fait l'ESMA et tout ça parce que c'était des choses dont je n'avais pas les moyens. Ouais, non mais oui, bien sûr. Souvent 6 500 € l'année, voilà, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Oui, et puis après derrière, on peut toujours se démerder quand on a du talent de s'en sortir quand même. Hein. C'est ça, puis c'est beaucoup de boulot en fait, mais on évolue tout le temps. Et puis on est tellement de gens sur cette terre, peu importe le niveau de dessin, on trouvera toujours notre public, Oui. franchement. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Et mais justement, parce que là, du coup, tu dois être en freelance ou tu dois être indépendante. Oui. Donc du coup, forcément, tu dois essayer de gérer ta com. Est-ce que tu as une page, par exemple, DeviantArt ou Alors oui, je suis... Alors, de toute façon, on peut me retrouver toujours sur le même nom, c'est toujours Akuma Emiko. Alors, c'est avec entre Akuma et Emiko, il y a le petit tiré du 8, Oui. voilà. On le mettra dans la Et, description de la vidéo, de toute façon. Merci. Et donc du coup, j'ai DeviantArt, Twitter, Instagram, page Facebook. Et c'est bon, c'est tout, je crois, ça va aller. Déjà pas mal, hein. C'est déjà beaucoup à gérer 4 réseaux. Et alors, on va passer à ça. Du coup, tu fais aussi des peintures. Alors oui, si, c'est de l'huile sur plaque PVC, quoi, non? C'est ça? Alors là, c'est de l'acrylique sur toile. Ok, donc Non mais c'est pas du tout c'est raison. pas grave. Et donc on a, comment elle s'appelle, Jinx Ouais. de LOL, c'est ça? C'est ça. Et ça, alors du coup, cette partie de métier que on va dire de peintre, hein, c'est quand même de la peinture, Oui. oui. Tu le vends aussi uniquement dans les conventions ou tu as un shop? Alors je suis en train de monter mon site, il n'est D'accord. pas encore disponible mais ça va bientôt arriver. Mais oui, il y aura des peintures, que ce soit peinture à l'huile, aquarelle, acrylique justement. Oui. Après aussi je fais beaucoup de digital, donc du coup j'ai des petits imprimés qui sont aussi maintenant en poster, Oui, bah A4, oui. A3 et tout ça. Donc voilà, je suis vraiment diversifiée dans tout ce que je fais, ce que je vends. Et là, je vais bientôt avoir aussi de nouvelles choses comme des tote bags, des marque-pages. Oui. Voilà, Bah autant proposer du merch autant que possible, quoi. exactement. Et je vais juste revenir sur sur cette BD pour enfants et sur les autres produits que tu proposes. Généralement, les dessins qui sont ici, tu les fais plutôt en numérique ou tu les fais en papier numérisé? Alors, ceux-là, je les ai fait plutôt en numérique. D'accord. Donc voilà, en fait c'est avec l'auteur où on a décidé d'un style qui lui plaisait et tout ça. Je lui ai fait plusieurs propositions et au final on s'est arrêté sur le numérique. D'accord, ok. Donc voilà, Mais c'est ta seule manière de travailler quand tu fais des œuvres comme Pas ça du ou tout. Pas du tout. pas du tout. Je peux faire aussi justement en dessin numérisé et ça ne me pose aucun problème en fait parce que c'est le même travail entre guillemets, Oui. juste pas le même outil. C'est pas, oui, non mais c'est sûr. Mais après, il peut y avoir un grain qui peut être différent aussi. Ah oui, fonction des styles, Moi hein. c'est vrai que j'ai prévu aussi de faire des histoires pour enfants de mon côté. Ouais. Et c'est vrai que je partirais plutôt sur quelque chose qui a plus de texture comme de l'aquarelle et tout ça. Ouais. Et le faire numériser après. Non mais bien sûr, non mais c'est sûr. Oui. Ça dépend du projet, quoi. Oui, non mais voilà, exactement. En fait, ça dépend toujours en fait de ce que l'édition ou l'auteur nous demande, parce Oui. qu'on est obligé de se plier aux demandes du client, ce qui est normal. Bah oui, non, bien sûr. Et on va aussi revenir sur cette histoire de DA de Miss Jirachi. Comment c'est arrivé cette histoire? Est-ce que déjà tu as déjà fait une DA pour une chaîne ou pour une identité visuelle? Pas du tout. Ah oui, d'accord, ok. En fait, c'est juste, on s'est rencontrés à la Japan Sun à Fabrègues. Ouais. Donc voilà, bon, petit village paumé, mais très bonne convention, qui malheureusement n'existe plus, c'était la dernière édition. Ah, dommage. Bon, ça arrive. Et en fait, elle était là, elle avait été invitée et tout ça, et en fait, c'est une personne très accessible et très gentille, franchement. Ouais. Et on a parlé de fil en aiguille, en fait, elle m'a dit ah ben moi je vais commencer à faire ma chaîne Twitch. Je lui ai dit ah bah écoute, si t'es intéressé, je fais des émotes et je fais des layouts Twitch. Elle m'a dit ah bah écoute ouais pourquoi pas, et elle m'a recontacté quelques semaines plus tard et du coup voilà, je lui ai fait les animations, les cadres et tout ça, donc ça a été vraiment que pour la chaîne Twitch pour l'instant. Oui, non, On oui, sait oui. pas, allez savoir à quoi ça va nous mener, mais non franchement c'était une super bonne expérience. Et c'était pas trop compliqué parce que comme tu n'as pas fait forcément tu n'as jamais fait de layout ou des trucs comme ça. Et comment tu as fait justement pour t'adapter aux exigences de Miss Jirachi et apprendre peut-être aussi à faire ce genre de choses, quoi? Déjà, faut savoir que c'était vraiment une cliente très cool, Ah oui, d'accord. dans le sens où bon,
Elle ne m'a pas dit non, ça c'est nul, recommence, tu es nul, bouh. Non, pas du tout. Non, non. Juste en fait, moi déjà, dans comment je travaille, en fait, c'est que à chaque étape, donc le croquis, les couleurs et ensuite les ombrages, à chaque étape, en fait, j'envoie Oui. aux personnes. Pour une validation, oui. Pour une validation. Comme ça, au moins, à chaque étape, en fait, on peut tout retoucher. Oui, oui, oui. Comme ça, c'est plus facile pour moi et pour la personne qui va recevoir tout ça. Et en fait, bon, bah, pour tout ce qui est layout Twitch, comme moi je stream, je me suis fait mon propre layout. Donc Ouais. c'est comme ça que j'ai fait ma première Ah oui, expérience en d'accord, fait. ok, oui. Donc voilà, avec les animations, les badges, les machins. Enfin voilà, j'ai appris tout ça sur le tas. Et après, j'ai eu quelques commandes de petits streamers. Ouais. Donc tout ça en fait, puis après je me suis renseignée moi-même et j'ai commencé à créer des layouts que après je vais mettre en vente, Ouais. qui Ah oui, sont d'accord, ok. directement faits. Mais comme ça au moins les gens pourront y accéder et c'est sûr que ça sera moins cher que une commande personnalisée en Ah oui, entier. non, mais c'est sûr, oui. Parce que bon, il faut savoir que l'animation ça prend énormément de temps parce que oui, je ne fais pas juste des layouts 2D figés, ils sont animés. Parce que bien évidemment, tant qu'à faire les C'est choses le compliquées, futur, c'est le futur, l'animation. bah mais autant faire les choses jusqu'au bout quoi. Non, mais c'est sûr. Et dernière question, peut-être pas dernière question, mais quels sont tes prochains projets? Alors Si t'en as. là, oui, oh oui, Prévu, bah de plein, prévu. plein, toujours, mais toujours plein de projets. Là déjà, il va y avoir très bientôt, donc du coup un deuxième livre pour enfants qui sort, et ça sera Lumilou et Shaolun. D'accord. Donc c'est pareil, ça sera dans l'univers de Cars, mais enfin de Cars. Mon Dieu, quand je dis ça, les gens ils vont se dire quoi, c'est des voitures. Non, non. Donc du coup de mon auteur qui s'appelle Drake. Voilà. Il y a une autre vidéo qui va arriver. Hein. Voilà. Vous en saurez plus au prochain épisode. Ensuite, bah, du coup, on en a un troisième qu'on va pouvoir commencer parce que là, du coup, ce Shaolun et Lumilou, il est en cours d'impression. Ouais. Donc du coup, on va pouvoir attaquer un autre livre au niveau de l'écriture et tout ça. J'ai quelqu'un qui m'a demandé de dessiner sa bande dessinée. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc voilà, plein de choses assez bien. J'ai aussi une exposition qui va certainement arriver, donc il va falloir que je me prépare avec toute une peinture, plein de peintures avec des thématiques et tout ça. D'accord. Donc qui voilà. va être- qui va être une exposition, on va dire pop culture ou classique. Je pense que ça risque d'être une exposition plutôt classique pour commencer. Et voilà. Hein. C'est une expo qui va être dans le sud, on est bien Ouais, d'accord. c'est ça. Ça sera au niveau de Saussan. Saussan. Voilà, petit village encore une fois. On aime bien les petits villages. Non mais très bien. Et alors dernière question, c'est pas la première convention que tu fais? On est Non, d'accord. bah, Ah, de toute façon, justement, tu l'as dit, oui, tu En l'as fait, dit. ça fait 1 an, là, pile, que je fais des conventions. Ah, Donc très bien, c'est mon anniversaire de convention, on va dire. ouais. Et quelles sont les prochaines conventions que tu vas faire? Alors, la semaine prochaine, on est à Lire à Montagny. D'accord. Ça, c'est un week-end au soleil levant. Ah oui, si, on y sera, c'est vrai. Et oui, C'est vrai. voilà. Enfin, je serai pas là, mais il y aura Wartox et Mais on se, Kaira, on ça. se- on se reverra là-bas, Oui. quoi. Ensuite, alors normalement, on a peut-être la TGS Montpellier. Oh, bon, on se reverra aussi là-bas, bordel. Voilà. Non, mais on va se revoir partout, en fait. Ensuite, là, dans l'année... Punaise, je sais plus. Je sais plus les noms. Non, mais en tout Mais cas, aussi, quelle idée. tu vas enfin- faire plusieurs conventions. et Oui, voilà. Bon, principalement dans le sud. Oui. Mais oui, s'il y a des conventions, il y a de grandes chances que j'y sois pour vous embêter. Très bien. Et ben merci beaucoup en tout cas d'être venu de passer nous voir et présenter ton travail. Et On avec le voit, plaisir. alors là, on n'a que ça, hein, mais il y a encore beaucoup de choses en termes de peinture. Et il y aura aussi l'interview de Drake pour, pas ce bouquin-là, hein, mais pour sa saga littéraire. Et ben merci beaucoup d'être venu. Bah, merci de m'avoir reçu. Et bah de rien. Et on se dit à plus tard alors. Au revoir. Bonne journée. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Anjou Pop Corner. Et aujourd'hui, on reçoit Drake. Comment Enchanté. ça va? Ça va très bien, merci. Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et dire un peu ce que tu fais et pourquoi tu es dans ce salon? Alors, je m'appelle Drake, je suis Drake Manaket, je suis auteur de fantasy. J'ai sorti 4 tomes de fantasy fantastique et je suis sur mon 5e. D'accord, ok. Alors du coup, l'œuvre de fantasy, c'est celui-là. Et alors oui, je voudrais ressortir aussi celui-là parce que du coup, sur une autre vidéo, vous avez vu aussi ce bouquin-là. Et
ces deux bouquins sont liés. Je suis celui qui a écrit. Incroyable, oui, tu es l'auteur, tu es l'auteur, l'écrivain de ces deux bouquins. Et on peut pas, on pourrait se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et en fait, ces deux bouquins sont liés. Et comment tu peux expliquer, alors oui, c'est ça, comment tu arrives à faire en sorte que ces deux bouquins soient liés et soient issus du même univers, alors que le style n'est pas du tout le même, quoi, et même le public n'est pas le même. Ben, comme le but, c'est de quand j'écris un roman et j'écris un roman où ce livre existe dans ce roman, c'est-à-dire il est mentionné comme quoi il y a un existe qui s'appelle Les Adieux de Petit Père le Dragon Doré, et je me suis dit pourquoi pas le faire en vrai avec une vraie histoire, parce que ça a véritablement un lien avec on va dire un déroulement des romans. Dans le tome 3 on en apprend beaucoup plus, et c'est pour cela que l'idée de le faire, il y en a plusieurs, il y a plusieurs petits tomes, on en va faire un deuxième qui va bientôt sortir qui est aussi canon. Qui fait partie du bouquin, tout simplement. Ok. Et donc du coup, alors ce bouquin-là, est-ce que tu pourrais un peu nous donner un peu le synopsis de ce bouquin-là? Bien sûr. Si c'est pas compliqué, parce que non. c'est quand même un bouquin sur 5 tomes. Mais Alors pour l'instant, je suis au 4e, le 5e, il y en aura 6 ou 7 d'accord, oui. qui vont sortir normalement. Et le tome 1, si je devais faire un synopsis, on suit l'histoire d'une jeune fille du nom de Natacha, qui vient de notre monde, qui adore lire mais qui a énormément de problèmes avec sa famille, une grande bourgeoisie. Elle ne se sent pas du tout à sa place, où elle aimerait, et elle se réfugie dans une bibliothèque où elle passe son temps à lire en quelque sorte. Bon, je ne dis pas comment, mais de fil en aiguille, elle va disparaître pour se retrouver autre part. Cette autre part s'appelle Myst, et Myst est le second berceau de l'Atlantide. L'Atlantide aurait laissé là-bas, avant de partir aussi, un héritage qui est sa science, qui se base sur des pentacles que l'on dessine, et lorsqu'on les active, il y a un effet élémentaire qui se crée. On arrive donc du jour où tout le monde, en tout cas la plupart de l'humanité en tout cas, peut, à travers des pentacles, activer et faire des boules de feu qui montent vers l'avant. Le problème, c'est que c'est une science extrêmement complexe, parce que s'il y a un point, une poussière qui ne devrait pas y être, ça peut faire un effet complètement différent de ce qui était prévu à la base. Donc c'est drôle parfois, mais des fois pas du tout. Et on arrive dans un monde où il y a différents peuples qui sont des peuples qui peuvent faire penser à des trucs de la mythologie bien particulière, comme les sirènes qui ont beaucoup évolué depuis des milliers d'années qui sont passées, des Fairies qui sont des petites fées, des Taolan qui sont issus de ce monde mais qui sont des grands hommes loups, les dragons, mais il faut jamais en parler, et cette jeune fille en plein milieu qui devra apprendre à y vivre, mais surtout à y survivre, parce qu'elle a un objet, un souvenir de sa grand-mère que des gens seraient prêts à tuer pour avoir. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est un peu la partie émergée du bout du tome 1. Ok, mais ça ressemble un peu au comics Fable en fait, cette histoire où toutes les créatures fantastiques sont dans un même univers. C'est l'impression que ça me donne, avec un peu un aspect sorcier, magie, avec tentacle et tout. C'est vrai que la science, ça fait penser un peu de la magie, mais pour eux, c'est très important, c'est de la science. Oui, mais oui, clairement, c'est de la magie. C'est juste que chaque personne naît avec un élément bien particulier, primaire, au feu, vent, éther, et peut l'utiliser s'ils savent dessiner les pentacles. Oui. Mais là, c'est une connaissance qu'il faut avoir, que tout le monde peut avoir, mais qui est tellement complexe que il n'y a pas tant de personnes qui l'utilisent. Oui. Et alors du coup, forcément, dans des univers comme ça, il faut créer tout un ensemble d'environnements sociétal, politique, religieux. Oui. Comment tu as réfléchi à ça? Est-ce que déjà ça fait longtemps que tu réfléchis à cet univers-là? Oui. Et comment tu as réfléchi pour rendre cet univers concret? Eh bien, j'ai créé un fil rouge, j'ai créé une histoire avec d'abord l'univers à mettre en place, les différents peuples, comment ils réagissent, comment ils interagissent entre eux. Ensuite, on a véritablement fait un fil rouge d'une histoire. Pour que ce soit plus compréhensible pour chaque personne, j'ai eu l'idée de faire vraiment une personne qui est dans notre monde, qui n'y connaît rien. Ouais. Et on apprend à travers son regard, autant que nous, elle est autant surprise que nous de comprendre, de connaître, et de comment on lui explique, comment on comprend, et aussi on commence à connaître, selon sa manière de voir les choses, justement. Et donc le fil rouge est fait, et chaque chapitre, on fignole sur le fil rouge, du début jusqu'à la fin. Ouais. Mais est-ce que mais avec cet univers-là, forcément, tu as des notions extra-diégétiques, dans le sens où tout ce que tu as imaginé ne se retrouve pas forcément dans le roman? Ah, complètement. Oui. C'est dur de... Tout ce que tu imagines, c'est dur de devoir le transcrire dans quelque chose. Il faut... Mais on s'en rend compte que j'ai compris très vite qu'on n'a pas besoin de tout raconter. On a besoin
de raconter ce qu'une personne voit, ou en tout cas ce qu'une personne connaît. Oui, oui. Donc, techniquement, tu ne sauras jamais tout de cet univers, mais tu en sauras bien assez pour le comprendre et l'appréhender. Oui, bah oui, oui, bien, mais bien sûr. Oui. Et quand tu comprends ça, ben en fait, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est génial d'écrire des histoires. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Et surtout que tu as déjà un univers mis en place, donc forcément c'est plus facile de créer une nouvelle œuvre qui va tourner autour de ça, quoi. C'est ça. Et là, donc du coup, avec ces deux exemples, on a un roman et on a un roman pour enfants graphique, on va dire. Oui. C'est un peu un univers étendu, on va dire. Ah, complètement. Et donc du coup, est-ce que tu as déjà aussi imaginé d'autres formes pour étendre cet univers-là avec des jeux vidéo, avec du JDR, des trucs Alors comme du ça JDR, oui. Je fais un jeu de rôle sur mon roman. Ça, c'est mon gros projet à long terme, de faire, un livre de jeu de rôle avec mes règles, les choses, les campagnes. J'y avance beaucoup. Je suis moi-même rôliste et GNiste, donc je fais beaucoup de jeux de rôle grandeur nature. Et du coup, je fais jouer à beaucoup de personnes du coup les jeux de rôle, voir comment ça se passe et comment je peux fignoler les règles pour pouvoir ensuite les écrire et avancer dessus. Ça, c'est vraiment le projet à long terme. Tout ce qui est par exemple jeux vidéo et plateforme ou film ou série ou n'importe, ça c'est malheureusement pas de mon ressort, mais j'adorerais. Je pense que la plupart des auteurs et éditeurs adoreraient voir leurs œuvres sur une autre plateforme. Mais c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est ça c'est le plus compliqué. Si on avait les ressources et l'argent, ça serait beaucoup plus simple. Complètement, mais complètement. Et oui, les BD, tout ça aussi, ça serait une idée qui pourrait être intéressante. Complètement. Qui serait plus accessible aussi, quoi. Ah oui, BD ou manga, je serais vraiment très intéressé aussi d'en faire une. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, et voir comment ça peut se passer, mais oui, vraiment, ce serait peut-être aussi beaucoup plus appréhendable pour certaines personnes aussi. Oui, bah non, mais c'est ça, oui. Non, pour d'autres personnes. Et une autre question, alors du coup, c'est vrai que dans les auteurs qu'on a pu interviewer, c'était des gens qui étaient auto-édités. Oui. Et toi, donc du coup, tu as trouvé un éditeur. Oui, j'ai une édition. Et alors du coup, c'était simple ou c'était compliqué de trouver cet éditeur? Alors la trouver, non. J'ai cherché sur internet, j'ai envoyé mon manuscrit, elle m'a répondu. Elle trouvait le bouquin très intéressant, donc elle m'a fait un contrat. Et du coup, j'ai signé Banco, tout simplement. Bon, alors moi, mon édition, ça va, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci avec. Mais comme je le dis toujours à ceux qui veulent se faire dans l'édition, faites pas forcément comme moi. Prenez le temps d'étudier les contrats, prenez le temps d'étudier tout ce que vous verrez autour. Renseignez-vous sur l'édition, renseignez-vous sur partout, parce qu'une fois que c'est signé, c'est pas forcément la bonne chose. Oui. Vous moi, j'ai pas de votre œuvre. C'est ça. On a juste, on garde la propriété intellectuelle, bien entendu, mais tout ce qui est la diffusion, quoi que ce soit, c'est l'édition normalement qui s'en occupe. Oui. Bon, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas vraiment de soucis là-dessus, mais j'en connais, c'est pas forcément le cas. Du coup, faites attention toujours à vous, et si vous voulez éditer, renseignez-vous, regardez si tout se passe bien, renseignez-vous par rapport aux auteurs. Enfin, c'est très important. Et une autre question, là, tu te balades en convention avec un masque de loup. Est-ce que c'est un rapport avec ton univers ou est-ce que c'est un kiff personnel? Oui et non, c'est un kiff personnel avant tout. Mais il y a, comme je t'ai dit, il y a une race qui s'appelle les Taolan, qui sont des grands hommes loups. Et effectivement, certains qui ont lu mon bouquin me disent que je suis... Ah oui, d'accord. Effectivement. Alors, en vrai, c'est un masque de lion. Mais c'est vrai qu'il ressemble à un loup, je suis d'accord. Et c'est un peu... Je fais énormément de conventions, donc c'est un petit peu ma marque de fabrique, en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens me reconnaissent parce que j'ai ce masque. D'accord, ok, oui. Donc du coup, tu disais que tu faisais beaucoup de conventions. Est-ce que tu as d'autres conventions prévues là, cette année? La semaine prochaine, je suis à Montagny, une petite convention qui s'appelle Lire à Montagny. Ah oui, c'est ça, oui. C'est la fameuse convention, on sera aussi avec ça fait super, ça sera plaisir de vous revoir. Mais de ce que j'ai compris, alors si tu fais convention aussi avec Laura Ronac, oui. On vous verra beaucoup de fois, je crois. Oui, c'est ça. Avec tous les TGS et tout. Oui, on passera à TGS, ensuite on a la Manganime en avril, on a 2 autres conventions encore en avril, je les ai pas en tête mais on va les trouver, j'en ai 3 encore en mai, on en a 2 en juin. Voilà, et ça risque encore d'augmenter. Et on a des fois des événements où on fait des trucs en semaine. On a déjà fait une intervention dans un collège. Enfin, on a déjà fait des choses comme ça. Donc, ok, très bien. Et avant de terminer, ces bouquins-là, on peut les trouver, on peut les acheter où? Uniquement en convention ou Non, mon édition peut se vendre en ligne, mais ils sont aussi commandables sur Fnac, sur Amazon, sur la plupart des plateformes. Sur la plupart des plateformes en ligne, ils sont tout à fait disponibles. J'ai une page Facebook, Drake Manaket, D-R-A-K-E Manaket, M-A-N-A-K-E. On mettra toutes les infos en description. Pas de souci.
Alors c'est super. J'ai aussi un Insta et du coup je peux aussi bien en envoyer avec dédicace qu'ils peuvent être commandés un petit peu ailleurs. Ok, super. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Super, bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions qui étaient vraiment les questions les pires du monde. Oh non, pas du tout, c'est très bien. Vraiment les questions les plus compliquées. Vraiment, je voulais te poser la question de donner la valeur de pi à 10, 10 après virgule, quoi. Non, mais voilà, je me suis dit c'était peut-être un peu beaucoup. c'est gentil. Mais merci beaucoup en tout cas d'être Merci à venu toi. nous voir et n'hésitez pas à acheter et à lire. Enfin, ce qui importe c'est quand même plus de lire tous ces magnifiques bouquins. Alors celui-là si vous avez moins de 6 ans et celui-là si vous êtes mature et prêt à lire des grandes histoires comme ça. 10, 11 ans, c'est à partir de là. 10, voilà, Si on aime Harry Potter, on adorera mon livre. Et bah très bien. Et bah en tout cas merci beaucoup d'être venu, de passer nous voir et d'avoir pu nous raconter tout ton univers. Mais avec grand plaisir. Et merci à vous. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est parti. Et bonjour et bienvenue encore pour une nouvelle vidéo On joue Pop Corner et aujourd'hui on reçoit 2A. Comment ça va? Ben ça va très bien, merci beaucoup. Et bah écoute, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et dire un peu ce que tu fais? Oui, alors donc 2A, je suis illustrateur, je dessine sur papier et sur tablette. Tout ce qui est personnages liés à l'univers de la pop culture, hein, donc tout ce qui est jeux vidéo, manga, etc. Ouais. Et séries et tout ça. Et voilà, et je suis spécialisé, on va dire, dans le dessin féminin. Mon sujet de prédilection, c'est les femmes. Et voilà, et je suis actif sur les réseaux, Instagram et tout ça. C'est là que, on va dire, je suis le plus actif. Ouais. T'as un compte DeviantArt aussi ou Exactement, ouais, j'ai DeviantArt, je suis un peu sur tous les réseaux, j'essaye d'aller un peu partout. Il faut être partout. Oui, Ouais, c'est ça, ouais. Et le dessin pour toi c'était une passion? Tu as fait des études en particulier dans le dessin? Alors j'ai pas fait d'études, non, c'est assez tard en fait que je me suis mis à dessiner, c'était en 2017 en fait. Avant je travaillais dans la musique et j'ai fait une sorte de burn-out et j'avais besoin en fait d'un autre moyen d'expression créative. Ça pouvait plus être la musique, j'étais un peu bloqué vis-à-vis de ça et c'est là que j'ai commencé à dessiner. Et depuis que j'ai commencé, j'ai plus pu m'arrêter. J'ai senti que c'était vraiment voilà. Ok, très bien. Et pourquoi le choix des femmes en particulier? Alors, je me suis moi-même beaucoup posé cette question-là. On me la pose souvent. J'ai pas vraiment de réponse, on va dire, rationnelle à donner. C'est quelque chose qui me vient naturellement. Alors j'ai fait d'autres choses avant, hein. Je faisais de la bande dessinée, j'avais une histoire que j'écrivais et tout ça. Et en fait, lorsque je voulais faire un dessin, on va dire, pour me faire plaisir, un dessin facile qui me venait facilement, je dessinais un personnage féminin. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu que c'est ce que les gens aussi préféraient de ce que je faisais, de mon travail. Donc ça collait, ça correspondait et j'ai continué. Et en fait, pour apporter une réponse un peu plus... pour moi, ouais, le féminin, il y a quelque chose forcément d'attirant, oui. Mais quelque chose de fort aussi. Et en fait, dans les femmes que je dessine, j'essaie toujours d'intégrer un mélange voilà, de douceur et de force, sans le côté trop, on va dire, facile, un peu aguicheur. Voilà. Oui. Et qui est aussi en fait un travail de préparation pour les dessinateurs aussi. Oui, tout à fait. Les personnages des femmes, parce qu'il y a des formes, parce que c'est un objet d'étude aussi à un moment donné. Exactement, ouais. Il y a un rythme de lignes et de courbes dans le corps d'une femme qui est... bon, il faut une vie pour l'étudier, pour voilà. Mais c'est vrai que au niveau du dessin, un corps d'homme, en fait, c'est beaucoup plus fonctionnel, c'est une machine presque, alors qu'un corps de femme, voilà, c'est ça. Un corps de femme, il y a quelque chose qui relève de plus grand que juste le fonctionnel, quoi. Alors on va quand même présenter un peu ton travail. Alors on va commencer par ça. Parce que... Oui, si on va commencer par ça. Par ces deux-là, ouais. Quand même.
Alors c'est Athéna et c'est la meuf de Mario là, enfin le. Non, alors elle, c'est pas une personnage issue d'une licence en particulier. C'est juste ce que moi j'appelle une muse, c'est-à-dire c'est cette inspiration féminine dont je parlais tout à l'heure, qui cherche en fait à prendre forme sur le papier, quoi. D'accord. Et pourquoi avoir pris un style un peu art nouveau comme ça? Alors c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Ça me vient plus de ma mère, qui était très amatrice de tout ce qui était art nouveau, art déco et tout ça. Donc j'ai un peu baigné dedans. Ouais. Et en fait, lorsque je finissais mes dessins, j'avais besoin de faire un peu une mise en valeur supplémentaire, et voilà, le décor art nouveau s'y prête. Alphonse Mucha, donc, qui est une grosse inspiration pour moi, avait déjà ce savant mélange du cadre, donc, qui est souvent justement des lignes droites, avec au milieu une forme féminine qui tranche un peu avec cette rigidité, et je trouve que c'est magnifique, donc voilà. Et alors attends, parce que du coup là on en a deux, il y en a une troisième, je sais plus. Ouais, il y en a une troisième qui est sur le stand, qui est pareil, un personnage pas issu de licence, qui est une reine vaudou. Et tu vas continuer cette série de... Je compte la continuer, je compte en fait cette année faire une nouvelle série qui sera basée sur le tarot, le tarot divinatoire. Et en format carte de jeu ou en format carte de jeu. Alors il faut savoir que les cartes de tarot, c'est des cartes qui sont plus longues que des cartes de jeu normales, que les cartes de poker. Donc encore une fois, ça s'y prête. Et voilà, et elles seront déclinées sous des formes, sous un tarot, on va dire, un peu de bonne qualité, avec un peu de relief, des choses travaillées et tout ça. Mais, alors pour ce projet-là, on va parler d'argent, et tu le finances comment? Est-ce que tu fais des Kickstarter, des campagnes par... Alors pour ce projet-là, il y aura un Kickstarter, effectivement. J'attends de faire les 22 premières arcanes, les arcanes majeures du tarot, pour ensuite faire lancer le Kickstarter et faire les 44 cartes suivantes. Ouais. Et on va partir à un truc sur... là, qui va être beaucoup plus intéressant pour les geeks. Hein. Ouais. On a du Zelda avec le cul de Link. ouais, c'est ça, ouais. Et on a la Reine des Dragons. Voilà. Là aussi, des dessins beaucoup plus classiques, on va dire, quand même, même si le style graphique est intéressant. Surtout que là, tu as sélectionné quand même des dessins où il y avait des décors, parce que tu fais quand même pas mal aussi des dessins sans fond. Ouais. Tu te concentres un peu plus sur le personnage. C'est ça. Et on voit là encore une fois que tu vas illustrer beaucoup de personnages forts, en fait. D'univers pop culture. Et comment dire, là aujourd'hui en convention, quand tu vends uniquement ces dessins là. On est bien d'accord que tu n'as pas d'autres projets, par exemple de BD? Alors en fait sur les conventions comme sur les réseaux, en fait je cherche à simplifier, en fait, pour le visiteur mon activité, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé, effectivement, j'avais même de la littérature jeunesse, à côté de pin-up, à côté de BD de science-fiction, et du coup, je voyais que les gens étaient un peu perdus sur mon activité, et même moi, je me disais, bon, il faut que je me centre un peu. Donc ouais, je présente cet aspect-là de mon travail principalement. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Et c'est pas la première convention que tu fais, on est bien d'accord? Non, mais je suis quand même au début de mon activité en termes de convention. J'ai commencé l'année dernière avec le Caramanga qui a eu lieu au mois de juillet l'année dernière. J'ai fait la PopCon et le TGS. Et là, cette année, voilà, c'est pareil. Je vais en faire, je pense, 5 ou 6 dans l'année. Et on continuera comme ça. On a déjà des prévus, en tout cas. Ouais, je serai au TGS encore une fois cette année, au Spring Break. Ah, Spring Break, oui. Voilà, sur Toulouse, le Spring Break et celui au mois de novembre. Ouais. Et également, je serai à Tarbes Geek Festival, qui est à Blagnac. Et il me semble que j'en faisais un autre, mais il m'échappe. Et en tout cas, merci d'être passé nous voir, parce que avec grand plaisir. Je dois vous avouer quand même que je me suis acheté la petite Athéna, parce que je trouve ton style quand même très, très cool. Et c'est vrai que moi aussi, Art Nouveau, c'est quelque chose que je kiffe beaucoup, qui est très, très stylisé et qui est très d'une époque aussi, en fait. Ouais, bien sûr. Très début 20e, et moi j'aime beaucoup ton dessin, et j'attends de voir tes prochains projets quand même, avec votre carte de tarot. Bien sûr.
je me dis à un moment donné, tu vas faire une BD, c'est pas possible, il va sortir Ben, quelque chose, quoi. alors dans les autres projets, effectivement, moi mon activité en fait, elle se développe plus sur Internet que sur les conventions, Oui. même si ici ça me permet de rencontrer des gens. Mais j'aimerais en fait lancer peut-être en fin d'année, peut-être en début d'année prochaine, un Patreon ou ce Ouais. genre de plateforme participative mensuelle. Oui. Et puis Patreon, c'est très adapté aussi pour les artistes. Hein, Tout à fait, plus que des trucs comme Utip ou Tipeee, quoi. exactement. Et sur cette plateforme-là, ouais, une bande dessinée, bien sûr. Ah bah oui, carrément. Voilà. Et bah merci en tout cas, merci beaucoup d'être venu Avec grand passer plaisir. nous voir et encore une fois bravo pour ton travail qui est Merci. quand même assez exceptionnel. Ah oui, alors je voulais juste te poser une dernière question. Oui. Toi tu travailles plutôt sur du numérique, on est bien d'accord. Alors ouais, Un peu de papier numérisé. alors si je fais les deux en fait. En fait, pour arriver à un résultat qui soit crédible en termes d'anatomie, il faut quand même passer par une grosse étape de travail préparatoire, d'études de dessin. Et ces études-là, je les fais sur papier. D'accord. Parce que c'est intransigeant et c'est bien pour, je sais pas s'il y a des dessinateurs qui nous regardent, mais c'est important en fait de voir ces erreurs. Et les tablettes graphiques, le problème c'est que elles nous aident, elles nous assistent Ah bah tellement oui. qu'on peut en fait effacer, et quand on regarde notre dessin fini, on dit ah ben c'est super, je dessine super bien, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, je fais les deux. Mais mon travail sur papier, on va dire qu'il est moins abouti dans le sens où ouais, je l'emmène pas Oui. complètement au bout. Voilà, je sais Ok. que voilà. C'est une aide de dessin Voilà. préparatoire, quoi. C'est des études de dessin. Alors je fais du modèle vivant, ce genre de choses pour voilà, pour mieux améliorer ma compréhension du corps et la lumière, les ombrages et tout ça quoi. Ok, et peut-être dernière question, est-ce que tu penses que ton style, enfin en tout cas tes sujets d'études que sont les femmes, est-ce que tu penses à un moment donné passer le cap et peut-être trouver d'autres modèles ou d'autres spécialités? Alors, comme je le disais, c'est déjà quelque chose que je faisais avant hein, dans la bande dessinée, donc je dessinais des femmes, mais aussi des hommes, des véhicules, des paysages, des environnements, etc., etc. Donc c'est pas en fait quelque chose qui me fait entre guillemets que je perçois comme étant une étape Ouais, suivante. d'accord, Pour moi, c'est tout à fait accessible. Mais comme je le disais tout à l'heure, dans un Kickstarter ou pas dans un Kickstarter, mais dans un Patreon Ouais. où je fais une bande dessinée, bien sûr que c'est quelque chose où j'amènerai d'autres personnages et tout ça et tout ça. Mais pour commencer mon activité, pour développer une activité où j'ai une sorte d'économie qui se met en place, il faut que je commence par avoir voilà, ce genre Ouais, d'illustration faire one shot, identifiable, quoi. impression pour pouvoir les vendre aussi Ouais. directement terminées quoi. Ok, Voilà, ok, très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir, c'est avec hyper intéressant. grand et plaisir. Et encore une fois, je vous le dis, il a quand même un talent assez exceptionnel, hein. De toute façon, vous retrouverez tous les liens en dessous de la vidéo, hein. Vous n'allez pas chercher plus loin. Enfin, si, vous pouvez aller chercher. Enfin, bref, démerdez-vous. Et merci en tout cas d'être venu nous voir. Avec plaisir, ouais. Et super, super travail, encore une fois. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Et bah bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Anjou Pop Corner. Et aujourd'hui, on reçoit Arcadius. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ben, du coup, au salon Caramanga. Eh oui, eh oui, eh oui. Encore et toujours une vidéo, une interview à Caramanga. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu ce que tu fais? Oui, alors je suis Arcadius, donc je suis auteur bande dessinée, illustrateur. Et donc je fais en ce moment une bande dessinée qui s'appelle Little Gods et qui devrait sortir dans l'année. Et je m'occupe aussi d'une association qui s'appelle Le Pont des Arts, qui est un groupement d'artistes qui ont des soucis de santé. D'accord. Donc voilà, c'est une association à but social. Ok, ok, ok. Et donc du coup, alors on va peut-être commencer à montrer un peu et on parlera un peu de l'association. Mais on va regarder. Alors du coup, pour une première image, est-ce que ça c'est plutôt au style bande dessinée? Non, c'est une Oui, illustration ça. pour la bande Alors, dessinée? c'est une illustration pour ma BD et en fait il y a 3 des personnages principaux qui se trouvent ici, donc Albatros en oiseau là du coup, Lou et l'enfant qui est là c'est Goupil. Parce Ok. que les personnages ont des noms d'animaux dans Little Gods. Et donc du coup, alors justement ta BD, elle parle de quoi? Elle va sortir cette année, on est bien d'accord, hein? C'est ça. Donc c'est du médiéval fantastique. Alors moi j'aime bien dire que c'est du comment dire
si je retrouve mon mot. Heroic Fantasy. Ouais, médiético-loufoque. Ah oui, d'accord, voilà. oui, je vois. Ouais. Et donc, c'est l'histoire d'un mage albatros à qui on vole ses pouvoirs. D'accord. Et en essayant de s'enfuir, il se transforme en oiseau comme on l'a vu ici. Et donc les albatros sont des oiseaux de mer et ils sont pas du tout là en mer. Ouais. C'est du coup pas pratique. C'est un animal qui peut pas s'envoler s'il n'a pas une piste de décollage. Donc il est bien embêté parce qu'il a plus de mains, il a plus de pouvoir, il a des gros problèmes d'ego maintenant. Et voilà, il aimerait bien retrouver sa grandeur passée et ses deux jambes. Sauf qu'il se rend compte qu'il peut pas le faire tout seul. Et Albatros, c'est quelqu'un qui vivait tout seul dans son château dans la forêt depuis 10 ans. Ça lui convenait parfaitement. Ça fait 10 ans qu'il a parlé à personne. Donc le côté social, la sociabilité, c'est vraiment pas son truc. Donc c'est une histoire qui parle de magie, mais en vérité, elle parle surtout de la psychologie des personnages. Ouais. D'autant qu'on va se rendre compte que la personne qui a volé les pouvoirs d'Albatros, c'est en fait une personne qu'il connaît depuis son enfance, qu'il n'a pas reconnu. D'accord, ok. Parce qu'il a plus l'habitude de voir des gens. Voilà. Et du coup, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que juste cette histoire de vol de pouvoir. C'est beaucoup plus gros que ça. Et il va vraiment falloir qu'il se bouge parce que sinon, ça peut vraiment provoquer des problèmes du genre la destruction du monde dans lequel il se trouve. Oui. Voilà. Et alors, cette BD-là, tu penses en faire plusieurs tomes ou ça sera... Oui, là, c'est le premier tome qui va sortir. Alors, j'ai tendance à faire des histoires assez longues. Donc là, je suis en train de réécrire en fait des chapitres que j'avais écrits pour les fusionner un petit peu pour que l'histoire avance un peu plus vite. Parce que, par exemple, Lou, pour l'instant, arrive dans le chapitre 5. Donc je me dis, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Ça, c'est mon problème parce que, j'ai toujours inventé des histoires et créé des personnages. Et en fait, je me suis mis au dessin parce que j'ai inventé des histoires. Et au début, j'ai créé des romans. D'accord, ouais. Et du coup, j'étais là, oui, mais moi, j'aime bien dessiner les personnages quand j'écris mes chapitres de romans. Et puis j'étais là, mais attends, tu dessines des personnages, t'écris des histoires, ça ressemblerait pas un petit peu à de la BD tout ça? Oui, non mais c'est voilà. sûr. Donc en fait, la bande dessinée est vraiment le médium qui me permet de tout faire moi-même et vraiment de choisir l'ambiance, de choisir la manière dont je veux que ce soit montré. Mais c'est très long. Non, mais c'est sûr. Mais Voilà. je vais poser alors la même question que j'ai posée à une mangaka. Le fait que tu choisisses un style plutôt BD franco-belge plutôt que BD manga ou comics, est-ce que c'était un choix naturel pour toi ou est-ce que tu t'es posé des questions sur le style de mise en scène qui va différencier différents styles, bande dessinée, comics, etc. ou pas du tout? Oui, je me suis beaucoup posé cette question parce que, en fait, moi, j'ai notamment fait des études en dessin animé. En dessin animé, souvent, on ne dessine pas forcément son style. Quand on est animateur, on va dessiner dans le style qui a été décidé par les character designers, par exemple. Et en tant que character designer, on se dit pas je vais dessiner du manga ou voilà, on va essayer de trouver quelque chose qui a vraiment un style, qui a vraiment quelque chose qui se détache des autres. Donc du coup j'ai fait ce travail de character designer. Moi je lis de la BD depuis vraiment très longtemps. J'aime beaucoup le manga aussi. Ça m'arrive aussi de lire des comics, même si je m'y connais beaucoup moins. En fait, par contre, je connais très bien la BD indépendante américaine de nos jours, qui s'inspire aussi du comics, du manga et du franco-belge. Et c'est ça qui m'intéressait en fait, d'avoir quelque chose qui a un style un peu cartoon. Je parle du style de dessin là. Il y a un côté un peu cartoon. On voit mes inspirations manga aussi, mais on reste quand même dans quelque chose qui est du franco-belge, parce que ce qui me convenait, c'était que la BD soit en format franco-belge. Oui. Les grandes pages et les grandes pages, la manière de découper qui est très cinématographique, et les décors, la lumière, les décors, et c'est comme ça que
construit mes images, en Ouais. fait, vraiment avec les premiers plans, etc. etc. Bah, rien que ça en fait, on dirait même une image de storyboard en fait. Hein. C'est très. Ben, elle est totalement composée comme une image de dessin animé en Ouais, fait. c'est ça, Notamment le fait qu'il y ait le fisheye, alors c'est un fisheye dessiné hein, totalement, et ça c'est quelque chose de très très dessin animé. Et là, on voit bien mes inspirations Oui, c'est dans, ça, ouais, dans ouais. ce genre de plan là. Et alors du coup, ta bande dessinée, elle sera comment au niveau de l'édition, comment ça se passe? Tu vas t'auto-éditer, tu vas faire appel à un éditeur? En fait, le Pont des Arts dont j'ai parlé tout à l'heure est une maison d'édition associative. D'accord. Donc on a créé de toutes pièces en partant du constat, enfin de deux constats. Le monde de l'édition en France, bon, je suis pas sûre que dans les autres pays que la France ce soit mieux, hein, mais le monde de l'édition en France c'est très compliqué d'en Ouais. vivre. En gros, vraiment les premiers acteurs de la chaîne sont vraiment lésés, comme les agriculteurs dans l'agroalimentaire, et il n'est presque plus possible d'en vivre de nos jours. Ouais. Ça te demande un nombre de travail où il faut toujours aller plus vite, il faut toujours faire plus de travail et tu es toujours moins payé. Donc c'est compliqué et il se trouve que voilà, ayant des soucis de santé par-dessus le marché, je ne pouvais pas par exemple faire de l'animation en tant que travail parce que je savais qu'il allait y avoir trop d'heures et que physiquement je n'allais pas pouvoir le faire. Ouais. Donc je me suis dit, moi je veux que mes histoires elles sortent. Je sais qu'il va y avoir un public, les gens l'attendent depuis. Ça fait 7 ans que je travaille sur le premier tome. Et il est hors de question en fait que juste une. Le fait que le monde de l'édition fonctionne un peu n'importe comment de nos jours et moi, mes soucis de santé, que ce soit ça qui me bloque pour que mon travail sorte. Donc on a décidé de faire une maison d'édition associative qui fonctionne pas du tout pareil que le monde de l'édition, puisque étant une association, on n'a pas à gagner de sous avec l'association, donc ça permet d'avoir un plus grand pourcentage pour l'artiste. Et puis il y a moins de pression aussi, quoi. C'est ça. Et du coup, par exemple, on n'a pas de deadline pour donner le travail. Là, voilà, je disais que ça faisait 7 ans que j'étais dessus parce que mes soucis de santé font que je dois m'arrêter par moment. Et alors, en ce moment, ça va à peu près. Mais il y a quand même, par exemple, les mois d'hiver qui sont je vois. voilà, compliqués pour moi. Et dans ces 7 ans, il y a eu 1 an et demi où je n'ai pas touché à une planche parce que j'en étais pas capable. J'étais trop malade, en fait. Voilà. Et justement, avec ces complications-là, est-ce que tu as un métier qui est... qui est stable, ou justement la BD et l'animation et l'illustration est un métier à part entière pour toi? Alors c'est un métier à part entière pour moi, mais je suis assez, j'ai beaucoup de casquettes en fait. Donc voilà, j'ai ce métier d'auteur BD illustrateur. Je suis aussi du coup directeur artistique du Pont des Arts, donc ça c'est quelque chose que je fais bénévolement. Mais qui prend quand même beaucoup de travail. Je suis aussi le graphiste du Pont des Arts et je donne aussi des cours de dessin en tant que professeur. Ah oui, d'accord, ok, oui, quand même. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie, pour moi, ça fait partie de mon travail parce que vraiment donner des cours, c'est quelque chose qui me plaît vraiment et je vois l'évolution des élèves, je vois que c'est utile. Bien sûr, oui. Du coup, je donne aussi des cours aux personnes du Pont des Arts qui ne sont pas encore professionnelles. Je les forme en fait à devenir des auteurs professionnels afin qu'ils puissent être plus autonomes. Ok. Et justement, tu parlais de Pont des Arts. Alors, je vais poser la même question en montrant aussi des dessins. Mais le Pont des Arts, donc du coup, cette association, tu as fait partie de la création de l'association? Oui. Et en fait, pourquoi l'avoir créée et quel est le but en fait de cette association? Tu en as déjà un peu parlé au niveau de l'édition, au niveau de transfert de savoir, mais c'est important pour toi du coup de l'existence de cette association-là, quoi. Oui, c'est ça. En fait, le Pont des Arts, on l'a créé parce que il y avait ce constat que j'avais tout à l'heure, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul dans cette case-là et qu'en fait, on croise beaucoup, notamment sur les salons, des artistes qui ont un niveau professionnel ou qui sont pas loin d'avoir un niveau professionnel, mais qui ont des soucis de santé, qui font qu'ils ne peuvent pas vivre décemment de leur travail
parce que comme ils n'ont pas d'argent, ils peuvent pas imprimer leur travail pour qu'il soit bien présenté et que les gens les voient de loin et du coup soient intéressés pour les acheter, par exemple quand ce qui est de l'impression par exemple de posters. Ils peuvent pas éditer leur travail parce qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires. Ils peuvent pas se former pour ceux qui sont pas encore professionnels parce qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires, parce qu'ils n'ont pas l'aide nécessaire, etc. Et on trouvait que c'était juste tellement injuste en fait. Et que ça pouvait pas rester comme ça en fait. Le handicap c'est compliqué parce que les gens qui ne sont pas dans le handicap ont l'impression qu'on a des aides, mais c'est pas exactement vrai. Il faut réclamer tout le temps. On passe sa vie à faire des dossiers, on passe sa vie à se battre pour faire valoir nos droits. Et du coup, quand tu es déjà handicapé, c'est épuisant. Sauf que souvent tu es déjà épuisé. Donc tu n'as pas la force. Du coup, tu n'as pas les aides, du coup tu as, etc. Et il y a beaucoup de gens qui sont perdus. On a des personnes dans l'association qui étaient ex-SDF, mais qui avaient un niveau professionnel. Non mais voilà, en gros que peu importe l'habit, c'est ça. Voilà, tout le monde doit être traité de la même manière à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, dans le dessin ou dans l'illustration, au bout d'un moment, il n'y a qu'une seule chose qui vaut, c'est la qualité du dessin. Oui, c'est ça, c'est la qualité de travail et tout ça. Et c'est sûr, non mais c'est vrai qu'il y a de l'injustice un peu derrière. Mais après, c'est sûr qu'il y a aussi cette contrainte-là un peu capitaliste de la chose aussi, où tout doit être rentable ou rentabilisé très vite, quoi. Oui, c'est ça. Alors du coup, nous, peut-être qu'on est plus lent. Oui. Mais en même temps, quand on se dit que souvent, de nos jours, une bande dessinée, elle a grosso modo 2 mois d'espérance de vie, forcément, ça marche pas pour plein de gens. Bah oui, non, fait. mais c'est ça. Pour surtout les gens qui que n'étaient voilà. pas déjà connus, pour les séries qui n'étaient pas déjà connues. Voilà, par exemple, là, récemment, il y a quand même 2 Lucky Luke qui sont sortis, mais il y a marqué Lucky Luke dessus. Et c'était déjà des artistes connus. Voilà. Quand tu arrives et que tu sors une nouvelle série, on te met pas en avant parce que tu es un nouvel auteur. C'est une nouvelle série, donc si c'est pas, en gros, tu fais pas partie des étalons, donc on va peut-être moins te mettre en avant. C'est un univers un peu, coup, un peu difficile restreint. voilà, d'avoir le nombre de BD nécessaires pour pouvoir continuer. Il y a plein d'artistes qui ils commencent une série, ils ont signé pour une série, et puis en fait, au bout de 2 tomes, l'éditeur lui fait non, mais tu feras pas la suite parce qu'on gagne pas assez. Et donc, je connais plein de lecteurs de bandes dessinées franco-belges qui me disent moi j'attends que les séries soient terminées avant de commencer à les acheter parce que j'en peux plus d'avoir des trucs commencés et pas terminés. C'est pas logique. Et vous avez des BD qui sont détruites. Oui, parce que l'éditeur a pas voulu continuer, quoi. Alors après, l'éditeur n'est pas tout noir non plus, mais déjà, on est là. Si on est un petit peu, si on s'intéresse un petit peu à l'écologie, c'est complètement aberrant de se dire on fabrique des livres pour les et puis après il y en a une partie qui sera détruite. Je me souviens d'un auteur qui était venu nous voir et il disait mais en fait mon éditeur vient de m'appeler et il m'a dit soit tu rachètes tous tes tomes sans les pylônes. Il n'avait pas l'argent. Et ses travaux ont été pilonnés alors qu'il venait de gagner un prix. Bah oui, non mais oui. Non mais c'est sûr, mais voilà, c'est la logique un peu bâtarde de la chose, de cet aspect un peu, encore une fois, capitalistique du truc. Et puis aussi, c'est un marché qui est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes, mais pas forcément beaucoup d'éditeurs qui sont prêts à passer le cap, quoi. Alors il y a pas mal d'éditeurs, il y a en effet beaucoup d'artistes et il y a beaucoup de livres qui sortent. Oui. Mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de bandes dessinées, de mangas d'acheter. Oui, bah oui. Donc en fait, le monde de l'édition se porte bien. Mais chaque livre est moins acheté en nombre en fait. Ouais. Et puis peut-être les nouveaux auteurs aussi sont peut-être moins lus ou c'est moins évident à lire ou moins accessible. Voilà, en fait. Il est plus difficile si on n'a pas eu de la publicité. Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas dans les chaînes classiques de l'édition, quoi. Ce que je voulais dire aussi par rapport au handicap, c'est que souvent quand on entend artistes handicapés, en fait les gens ce qu'ils voient c'est un petit peu, vous voyez les artistes
pied-bouche, vous voyez, Oui. on a tous reçu ces cartes postales. Et donc ça veut dire, on pense à des gens qui sont tellement handicapés, qui sont certainement en centre spécialisé. Et en gros, on achète, c'est uniquement du social, c'est ce côté artistique Oui. en fait. Non, mais encore une fois, Et là, on est quand même sur des gens qui ont un niveau professionnel, mais des soucis qui font qu'ils ne peuvent pas travailler. Et ça n'existe pas. Mais en fait, mais des même, associations qui s'occupent de ces artistes-là n'existent pas. mais même, tu vois, dans l'idée qu'on m'ait dit que c'était des artistes handicapés ou des trucs comme ça, moi je m'en fiche en fait. Moi c'est ce ça. que je vois, encore une fois, je vois le résultat. Et là, je vois que on m'aurait dit que c'était, je sais pas moi, Picasso ou quelqu'un d'autre. J'aurais dit, très bien, mais j'aurais pas jugé l'artiste. J'aurais Oui, ça. jugé le dessin en fait Bien derrière sûr, au bout d'un je suis moment. d'accord. Et c'est vrai que pour les artistes en tant que tels, c'est compliqué. Mais pour moi, en tant que consommateur, on va dire, de bande dessinée ou d'art en général, moi, ce que je vois, c'est ça. Et c'est pas la signature ou c'est pas quelqu'un qui me dit, c'est un handicapé qui a fait ça, par exemple, tu vois. Mais je suis très content que ce genre d'association puisse aider les artistes et faire que les choses évoluent à un moment donné. Mais moi, en tant que consommateur, c'est vrai que je me sens moins impacté par cette logique-là, que les artistes doivent être aidés, parce que moi, c'est de l'art que je suis prêt à consommer, en fait. Peu importe si l'artiste a des problématiques ou des choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est l'art. Et quand je suis passé devant, je me fichais de savoir qui était l'auteur, en fait. Moi, ce que je regardais, c'était le résultat et la qualité de l'art. Et l'information qu'on m'a dit que c'était une association de personnes qui ont des difficultés ou des handicaps, c'est une information que j'ai entendue, mais pour moi, je me suis dit, très bien, je ne vais pas juger moins bien ou mieux l'art, parce qu'on m'a dit que l'artiste était différent, quoi. Mais en tout cas, moi, ce que je tenais à te dire, c'est que tu fais un travail assez exceptionnel, moi, je trouve. Merci. Et que je suis très heureux que cette association existe pour que les artistes en tant que tels puissent survivre et proposer quelque chose de beau dans un monde ou dans un univers qui est compliqué aussi pour rentrer dedans en fait. Effectivement. Mais en tout cas, là justement, le marketing et le fait de faire découvrir vos œuvres enfin les œuvres BD ou œuvres graphiques, vous les faites uniquement en convention ou vous avez d'autres moyens de diffuser le contenu? Principalement en convention. Pour ce qui est des livres, on va voir certaines librairies, on va les voir une par une, parce qu'on n'a pas de distributeur, on a choisi de ne pas avoir de distributeur, parce que ça coûte très cher, et c'est un petit peu, ça va à l'encontre en fait de l'idée qu'on a de l'association, parce qu'on revient dans quelque chose qui est assez... mercantile. Voilà, c'est ça. Donc on va voir les librairies nous-mêmes et on voit avec elles comment on peut s'organiser. Donc ce sont souvent des librairies indépendantes, parce que il faut pas oublier qu'elles aussi, elles ont du mal, parce qu'elles sont très écrasées par justement ce côté mercantile. Il y a des manières de faire qui ne sont pas... qui n'ont pas été décidés par elles, ils sont assez écrasés par ce poids-là et du coup ils ont du mal à s'en sortir parce qu'il y a des géants à côté qui n'ont pas besoin de faire d'efforts pour que des choses soient vendues. Ça veut dire aller dans les librairies indépendantes. Voilà. On l'a vu de toute façon avec les histoires de Covid. Les livres, elles les ont lus. Quand vous posez une question, ils savent de quoi ils parlent. Oui, ils peuvent vraiment vous conseiller et pas juste vous dire prenez Harry Potter parce que les ados ils aiment bien Harry Potter parce que t'es là. Mais forcément tout le monde connaît Harry Potter. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut... Non mais c'est ça, oui. Et du coup on n'a pas vraiment le choix et comment dire, on n'a pas vraiment la possibilité de faire ce choix. Parce que quand on va dans une librairie, je pense notamment à la BD, parce que physiquement, la BD, c'est un livre qui est grand et très fin. Ce qui fait que quand il y a des images dedans aussi. Oui, mais souvent, ils sont mis de profil comme ça. Ah oui. Et à part celles qui ont payé pour être mises de face, ce qui fait que vous arrivez dans une librairie qui vend des BD et vous êtes là.
Alors si je sais pas comment ça s'appelle, jamais je vais le trouver. Et je peux pas vraiment chercher au hasard, Oui. parce qu'il faudrait que je sorte comme ça tous les livres. Ce qui fait moins ça avec le manga par exemple, parce qu'il est plus petit et plus large. Oui. Donc on arrive mieux à lire. Non, mais c'est ça, oui, Voilà. oui, oui. Ça c'est bête, hein, c'est C'est mieux c'est- présenté. c'est plus pratique de ce côté-là. Ce qui fait que si vous arrivez dans un rayon BD et que vous voulez faire par exemple un cadeau à quelqu'un, mais que vous n'avez pas de nom de livre en arrivant, vous pouvez pas vraiment le choisir tout seul. Donc il vous faut quelqu'un qui puisse vraiment vous Ah bah aider. oui, non mais c'est sûr, oui, non mais c'est clair. Et c'est à ça que servent voilà, les Les libraires. librairies. Mais alors là, tu as pris dans le cadre de la BD ou des bouquins, mais même en termes d'œuvres, parce que là, c'est des originaux, hein, tout ce que je vous ai montré depuis le début. Mais ça peut être aussi exposé dans des galeries, par exemple. Oui, voilà. Alors ça, c'est quelque Mais chose. est-ce que vous le qu'on- faites Ou vous voudrez le faire? Alors, on aimerait bien le faire. L'ennui, c'est qu'on essaie de se faire cloner, mais on n'y arrive toujours pas. De faire cloner Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Ah oui, oui. On n'a pas assez d'heures dans la journée. Il faut se dire qu'on a quand même beaucoup de travail. Oui, je comprends. Ouais. Du coup, on est vraiment intéressé par les galeries pour pouvoir exposer. On me l'a déjà proposé. Après, en fait, j'ai été tout de suite plongée dans le travail de la BD, etc. Je n'ai pas eu le temps vraiment de faire des recherches au niveau des Oui, galeries. oui, oui. Quelles sont les galeries qui aiment les illustrations et les planches de BD? Oui. Qui f- Bah, qui- après, dans ce que j'ai pu voir dans tes œuvres, il n'y avait pas que des illustrations de BD. Ça, mais voilà. Type BD, quoi. Oui, type Voilà. BD. Mais après, derrière, il n'y a pas que toi aussi dans l'association qui propose des œuvres. Non. Aussi, eux auraient. Mais ont on a peut-être- quand même tous un style. Voilà, on peut pas dire qu'on a un style qui est en rapport avec l'art contemporain, par exemple. Oui, mais ça reste Donc, de l'art quand même. Voilà, ça reste des galeries spécialisées du coup, Oui, qui sont intéressées par nos travaux. Une galerie d'art contemporain serait pas intéressée par ce que je propose. Non, là, mais par bien exemple. sûr, Voilà. bien sûr. Mais ça reste une qualité qui peut être présentée, quoi, à un moment donné. J'espère. Ah bah non, mais moi je te l'assure. Hein. Voilà. Ça, c'est un travail fait à moitié directement au doigt. Ah oui, alors tu m'avais expliqué cette histoire-là, parce que du coup on a des petits comment dire, du Ça, c'est la noir un fumée, peu. quoi. C'est ça, oui. Et aussi les explosions du magma. volcan, du magma du volcan qui sont comment dire, assez difficiles à représenter Oui. à l'aquarelle. Et je trouvais que j'avais trop de matière quand je travaillais au pinceau. Du coup, je l'ai fait directement au doigt. Tu Donc l'as presque tout le haut est fait au doigt. Ça, c'est ma manière. Je sais que mon travail fait propre. Mais j'ai une manière assez crado de le faire en fait, des fois. Non, mais en tout cas c'est. En tout cas, moi, je te l'ai dit, de toute façon, je te l'ai dit hier et je te l'ai dit encore aujourd'hui. Moi, j'apprécie beaucoup ton travail. Et en tout cas, moi, je suis très content que tu es venu nous en parler de tout ton travail et de toute l'activité de ton association. Et voilà, et ben, on se recontactera de toute façon. Hein. Et je vais pas le faire en direct, hein, mais il va se passer des choses. Hein. Bah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, et autant pour mon travail personnel que l'association, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et de voir que le public est là, que le public il apprécie nos travaux. Là, on a eu plein de gens qui nous ont fait des super compliments. Hier, on a un compliment qui nous a fait un peu rire parce qu'il y a quelqu'un qui a dit oh, mais toi, tu dessines très bien, on dirait que c'est fait par une machine. On va le prendre comme un compliment. Je pense que c'est un compliment, c'est un peu étrange, mais voilà, parce que les machines ne savent pas dessiner. Oui. Je vous le dis. On en a fait en gros talk, on en a parlé dans une émission de Comment définit-on l'art. Et oui, l'art des IA, on peut pas trop décrire ça comme de l'art. Hein, mais... C'est ça, parce qu'il n'a pas d'âme. Exactement. La machine n'a pas d'âme, donc elle peut dessiner des choses qui sont justes, elle peut dessiner des choses qui même peuvent être jolies, mais elle ne peut pas y mettre une intention, ouais, en fait. Et cette intention, c'est ça qui fait un artiste. Ah oui, non mais c'est sûr. Et voilà, dans mes cours, c'est ça que j'apprends en fait, c'est principalement à expliquer aux gens. J'ai besoin de savoir ce que tu veux dire, parce que toi tu as besoin de savoir ce que tu veux dire pour pouvoir le dire. Et c'est vraiment, je pense, ce qui nous différencie des autres artistes qu'on voit souvent sur les conventions, c'est vraiment cette intention et cette narration, cette histoire, le fait de raconter des histoires par les images. Parce qu'il y a certes la bande dessinée, mais les illustrations aussi, même en étant une seule image, elles peuvent dire quelque chose. Ah bah oui, non mais bien sûr. Et je pense qu'elles doivent dire quelque chose. Mais on est totalement d'accord, oui. Sinon, on reste sur quelque chose qui a fait plaisir à l'artiste de le faire.
parce qu'il s'est peut-être amusé à le faire ou il est fier de son travail, et quelque chose qu'on peut trouver joli, mais qui ne va pas vraiment toucher les gens dans leur Oui, oui. Ok, bah très bien. Bah, en tout cas, c'est des paroles qui ont été entendues et qui vont être entendues sur YouTube. Merci beaucoup d'être venu nous voir et merci beaucoup encore une fois d'avoir parlé de ton association. Un grand plaisir et peut-être à bientôt. Bah oui, c'est ça. Allez, au revoir.